Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevegue, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Salut à ceux qui sont déjà là. On se retrouve. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, nous avons débattu de la série Hip Hop Uncovered avec Sindanu Kasongo. On a aussi reçu Bakary Sako pour une discussion autour de la série Colline en noir et blanc. Il y a quelques semaines, c'est la brillante Eusen Palsy qui nous a accordé une masterclass. Et ce soir, on va parler de la tragédie de Macbeth de Joel Cohen, avec en tête d'affiche Denzel Washington. Ouais, surtout qu'on est, excuse-moi de te couper, Samba, surtout qu'on est en pleine semaine des Oscars qui auront lieu dimanche. Et que Macbeth et que Denzel Washington est nommé pour le meilleur acteur à l'Oscar, quoi. Mais il ne part pas favori, hein. Le favori c'est Will Smith, et aussi le gros outsider c'est Benedict Cumberbatch pour le film The Power of Dog de Jane Campion. Donc voilà, mais on a voulu faire quand même le film Macbeth avec Denzel parce que on aime bien Denzel, on suit sa carrière, et puis c'est intéressant de faire une œuvre de Shakespeare, dramaturge britannique, voilà. Donc je te laisse poursuivre, Samba. Voilà, je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme, donc Essimi Mevegue, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde. Au passage. Donc, je préviens tout de suite, comme c'est indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Alors, aujourd'hui, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse et nous expliquer ce que vous avez aimé et ce que vous avez détesté dans ce film. Et on fera ensuite le grand débat du jour autour du blackwashing. Voilà. Et pour terminer, on fera un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, un petit point donc sur Macbeth. L'action, elle se déroule au milieu du XIe siècle. C'est tiré de la tragédie de Shakespeare, comme Smith l'a expliqué. Macbeth est interprété par Denzel Washington, un seigneur écossais qui, en revenant d'une bataille, croise un oracle qui lui prédit qu'il va porter la couronne d'Écosse. Alors qu'il doit recevoir le roi Duncan chez lui, il a son épouse, Lady Macbeth, qui le convainc de forcer son destin en précipitant la mort du souverain. Voilà pour le petit synopsis. Essimi, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce film Pour cette nouvelle adaptation glaçante de cette tragédie de Shakespeare par le réalisateur Joel Cohen cherchait un comédien qui a une formation classique, et le choix s'est vite tourné vers Denzel Washington, qui a commencé par le théâtre. Donc voilà, dans une interview, Denzel a déclaré qu'il ne connaissait pas la pièce, et paradoxalement, ça lui a servi pour préparer le rôle. Et oui, effectivement, il ne connaissait pas cette pièce de Macbeth de Shakespeare. Voilà, dans le contexte. Ce que je peux dire, moi, à titre personnel, dès que j'ai vu le film, c'est un Macbeth accessible qu'a choisi de faire Joel Cohen, qui sur le plan visuel est impressionnant, avec un décor minimaliste et des effets spéciaux aussi minimalistes. Le film est en noir et blanc, et on voit qu'il y a différentes variations en fonction des plans concernant le noir et blanc. La lumière, ce n'est pas un éclairage. Oui, tu voulais ajouter quelque chose ? Non. Non, je pensais que tu parlais en même temps, et j'ai entendu un bruit, donc. Non, je disais, en ce qui concerne la photo et surtout la lumière, c'est pas un éclairage de cinéma, Samba, c'est un éclairage de théâtre. Pour rester quand même dans cette dimension théâtrale. Le film a aussi des influences du cinéma expressionniste allemand qui date du début du XXe siècle, et aussi des films noirs. Ce qu'on peut dire concernant le film, c'est un film facile d'accès pour le grand public et pour tous ceux qui veulent découvrir l'œuvre de Macbeth.
Et ce film symbolise aussi ce qu'on dit souvent quand on regarde certains films, que c'est du théâtre filmé. On a vraiment l'impression que par moment, on est dans une salle de théâtre. Et c'est ça qui est bien avec Macbeth, c'est qu'on oscille entre le théâtre et le cinéma. Voilà mon point de vue sur Macbeth. Et puis maintenant, on peut demander aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, de lever la main et de participer et de donner leur avis, leur point de vue sur le film, sur la prestation de Denzel Washington, sur sa femme, l'actrice Frances McDormand, qui est la femme du réalisateur Joel Cohen. Et Joel Cohen, c'est l'une des rares fois il ne fait pas un film avec son frère Ethan Cohen, parce que les frères Cohen que tout le monde connaît, avec des films comme Fargo, Barton Fink, etc., etc. Donc voilà. Super. Alors la première, comme d'hab, c'est Céline. Bonsoir Céline. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, on va bien, et toi? Top. Écoute, super, top, moi aussi. Alors ton point de vue sur Macbeth? Alors écoutez, j'étais vraiment surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce film. Déjà, je connaissais pas je connaissais le synopsis, mais je ne connaissais pas la pièce en tant que telle, je ne l'avais jamais vue. C'est une pièce qui n'est pas facile à comprendre parce que c'est quand même du vieil anglais. Donc il faut vraiment s'accrocher quand on écoute. Et j'avoue que j'ai quand même regardé beaucoup les sous-titres, parce que c'était vraiment du vieil anglais. Donc pour moi, en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu difficile de suivre. Et pourtant, Joel Cohen l'a épurgé pour la rendre le plus accessible pour le grand public. J'imagine s'il avait respecté vraiment l'œuvre à la lettre. Alors justement, je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi, j'ai trouvé un peu élitiste comme film. J'ai eu l'impression d'être à la Comédie Française, en fait. Parce qu'effectivement, on a l'impression de regarder une pièce de théâtre. La langue est compliquée. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé au début, et on en parlera après, c'est le coloring qu'on a mis sur le film, où en fait, j'ai trouvé qu'on a effacé Denzel, vraiment ce ton gris. Voilà, je trouvais pas que j'arrivais pas à voir Denzel dans le film au tout début, et vers la fin, c'est uniquement vers la fin que l'éclairage a changé et qu'on voyait mieux son visage et qu'on voyait mieux ses traits. Et donc, c'était juste... Ah ouais, même sur les grands plans, parce que tu as vu le cadre, c'est un cadre académique. Mais si tu remarques bien, il faisait en sorte de... Alors, il était souvent dans l'ombre. Oui, mais ça, c'est... Je comprends. Et je me dis, mais il est où? Du coup, j'arrivais pas à voir son jeu d'acteur. En fait, c'est ça qui m'avait dérangé. Si tu veux, la scène, tout ce qui était décor, des plans magnifiques. Et puis, je parle même pas de l'oracle, qui était incroyable, son jeu. Je sais pas comment elle était hyper impressionnante. Mais par contre, Denzel, au tout début du film, alors j'ai eu peur. Je me suis posé la question si effectivement on l'a effacé délibérément pour pas que ça choque le public, parce que voilà, c'est un noir qui est en Écosse. Bon, donc du coup, je me suis posé la question. Et puis ensuite, quand il y a eu le valet noir qui a annoncé la mort de Lady Macbeth, et ben là, tout de suite, ça commençait à prendre un peu de couleur. Enfin, ça commençait à s'éclairer. Voilà, j'ai trouvé que ça commençait à s'éclairer. Et on voyait mieux son visage, on voyait mieux son jeu. Et personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé la fin du film où il commençait à rentrer à être possédé, à être un peu parano de tout ce qu'il y a. Et là, il commençait réellement à jouer. À basculer dans la folie. Voilà. Et là, je trouvais que là, on voyait vraiment mieux son jeu d'acteur. Et là, pour moi, c'était la meilleure partie du film. Ah, j'ai un petit bruit, pardon, excusez-moi. Et du coup, j'ai vraiment bien apprécié. En fait, j'ai apprécié le film vers la fin. Et donc, du coup, je suis restée sur une bonne note. Au tout début, je me posais des questions parce que je ne savais pas où ça m'emmenait. Sachant que c'est un film qui est compliqué. Comme je disais, la langue, le langage, tout ça. Tu l'as regardé en version originale sous-titrée? Tu l'as pas regardé en VF? Ouais. Non. Je l'ai regardé en VO. Mais sinon, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, avec du recul, la partie artistique, le grain du film. Effectivement, je retrouve ce que tu dis, ce côté un peu germanique et ce côté théâtral, c'est tout à fait ça. Donc, je vais laisser la parole. Mais voilà, pour moi, c'est un démarrage lent, mais finalement, à la fin, ça mérite qu'on s'accroche. Voilà. D'accord. Alors, c'est qui? C'est Françoise. Et Françoise ensuite, ouais.
Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Alors, je rejoins un peu Céline sur certaines choses qu'elle a dit. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'interprétation. J'ai beaucoup aimé la scénographie. La photographie est sublime. Et je trouve aussi que la musique est top. Par contre, je rejoins pas forcément, Céline, ce que tu disais sur la lumière au début du film. Par contre, j'ai l'impression, alors moi aussi, je l'ai vu en VO, et effectivement, comme c'est un langage soutenu, quand tu le vois en VO sous-titré, ben, finalement, tu lis beaucoup les sous-titres. Et je pense que c'est tellement un rôle peut-être inattendu dans lequel on n'attend pas Denzel. Moi, que j'ai eu l'impression au début, peut-être les 15 premières ou la vingtaine de premières minutes, j'ai eu l'impression de voir Denzel, mais comme si c'était le Denzel qu'on connaît dans d'autres rôles, en fait, et qu'il était vraiment... j'ai l'impression qu'il s'était peut-être pas approprié le personnage, mais je pense que c'est parce que peut-être que moi, j'étais pas encore assez dans le film. Et c'est sur la dernière partie, en tout cas les 3 dernières parties, je suis plus rentrée dedans et que du coup, je trouve que son jeu d'acteur est un peu différent, je trouve, mais après, encore une fois, je pense qu'on n'attend tellement pas dans ça qu'on est surpris et surprise. Frances, elle est admirable, mais moi, comme toujours, je suis assez fan. Non, très super intéressant. Clairement, j'aurais besoin de le revoir en tout cas une deuxième fois parce que avec l'anglais effectivement qui est très soutenu. Moi, je pense qu'il faut le voir en VO. En français, je pense que ça perd vraiment tout son charme. Donc voilà, très fan, très fan. C'est tout. Ok, merci Françoise. Gladys, bonsoir. Ton point de vue. Là, je constate qu'il n'y a que des femmes qui s'expriment sur Macbeth. Hein. Les hommes qui sont dans l'audience, là, attends, c'est dur, hein. Là, il faut de la concentration. Je sais pas si Shakespeare inspire les femmes, le dramaturge, le poète. Je sais pas, là, pour l'instant, il n'y a que des femmes qui s'expriment, mais c'est bien. C'est très bien, moi, ça me fait plaisir. Excuse-moi, Gladys, à toi, vas-y. Ton point de vue sur le film. Alors, moi, je rejoins ce qu'a dit Céline. Moi, j'ai adoré le film, mais je l'ai regardé en VO. Et oui, comme c'est dans l'anglais shakespearien, j'ai eu beaucoup de mal au début à rentrer dedans parce que je devais lire les sous-titres et comprendre ce qui se passait. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était la réalisation, le jeu des acteurs. J'ai adoré le film, vraiment. Les scènes, c'était vraiment comme si on regardait une pièce de théâtre en fait, et pas un film. Comme par exemple pour Roméo plus Juliette, où c'est vraiment plus un film, mais ils ont gardé le langage de la pièce. Ouais, c'est un film contemporain, quoi, en fait. Voilà. Ils l'ont fait alors que là, on a vraiment l'impression d'être assis dans une salle de théâtre. Exactement. Ils ont utilisé la profondeur de champ et, comme tu as dit, l'esthétisme allemand. J'ai adoré. Moi aussi, j'ai été frappée par la performance de Denzel Washington. Je suis pas d'accord avec Françoise sur ce coup. J'ai pas eu l'impression qu'on voyait Denzel dans ses autres rôles. Voilà. Et je sais pas ce que je voulais dire du coup. Non, vas-y. Oui, en fait, vraiment, moi, j'ai adoré la photographie, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec les lumières. Enfin, voilà. Le seul problème, c'était vraiment le fait de l'avoir regardé en VO, ça m'a bloqué et j'ai pu s'accrocher pas vers la fin, mais vers le milieu, où quand Denzel commence, enfin, le Macbeth commence à perdre la tête là et qu'il voit des choses. Là, j'ai pu s'accrocher, mais au début, oui, la barrière de la langue, on va dire, a posé un peu problème pour rentrer dedans. Ok, mais justement, Joel Cohen, je pense qu'en choisissant Denzel Washington, voulait élargir le public. Aussi, je pense aussi que c'est une stratégie d'attirer aussi un public afro-américain parce que c'est Denzel. Et puis aussi, c'est pas le seul noir, c'est pas le seul afro-américain dans le film. Il y a Corey Hawkins aussi qui joue aussi un soldat. Corey Hawkins, c'est un acteur qu'on a pu voir dans le Spike Lee Black Klansman et puis dans Straight Outta Compton, il jouait Dr. Dre. Moi, je pense que quand j'ai vu le film, il y a eu
je pense qu'il a tout fait pour que ça soit accessible. Hein. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour ceux qui avec cet anglais-là très soutenu du Shakespeare. Mais dans la narration, j'ai trouvé que c'était facile d'accès. Et le fait qu'ils ont beaucoup joué sur l'esthétisme et sur le noir et blanc, il faut savoir que sur le plateau, tout était en noir et blanc. Les costumes étaient déjà en noir et blanc. Les coiffures étaient déjà en noir et blanc. Tout était en noir et blanc pour habituer les acteurs à cette couleur, quoi. C'est pas, le film n'a pas été tourné en couleur et passé tout de suite derrière en noir et blanc. Ils ont tout fait en noir et blanc pour faciliter le travail des acteurs. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ils ont le couple Macbeth a été c'est un couple âgé en fait. C'est pas un couple jeune parce que dans certaines adaptations de Macbeth, on voit des couples jeunes. On a pu voir, il y a eu le dernier film qui a été fait sur Macbeth, c'était Michael Fassbender qui jouait Macbeth. Et Lady Macbeth était jouée par Marion Cotillard. Là, c'était voulu que le couple soit vieux dans la narration pour pas qu'il y ait d'héritiers. C'est justement pour ça que Denzel Washington essaye de supprimer tous ces potentiels rivaux qui ont des enfants et qui peuvent devenir des héritiers. Ça, c'est la petite touche de Joel Cohen qui a rajouté ça au film. Et je trouve que ça montre une autre dimension et que le couple Denzel Washington et Francis McDormand fonctionne très très bien en Macbeth et en Lady Macbeth à l'écran au cinéma, quoi. Donc il y a Feriel. Bonsoir Feriel, j'espère que tu vas bien. Quel est ton point de vue sur le film Macbeth avec Denzel Bonsoir Washington? Tout le monde. Alors je m'excuse d'avance, je suis malade, j'ai un gros rhume, du coup j'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend bien, vas-y. Super. Rien, la tu iras mieux. La Corée, c'est le futur. Alors, moi, techniquement, je te rejoins, Essimi, j'ai trouvé ça parfait d'un point de vue cadrage, cinématographie. Les transitions étaient juste magnifiques, l'éclairage, sur ce plan-là, il n'y avait rien à dire. Par rapport au visage de Denzel, j'avais pas remarqué qu'il s'éclaircissait vers la fin, mais comme Lady Macbeth l'avait poussé un petit peu à prendre son destin en main, peut-être que c'est un choix du réalisateur en fait. Je pense aussi au niveau des différentes carnations de noir et blanc. Je pense exactement, peut-être que aussi, je sais pas, c'était un soulagement peut-être vers la fin, puis l'avancer vers on va pas le côté sombre dans la folie, exactement, donc on noircit un petit peu plus la photo en fait. Exactement. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y, continue. Oui, pas de problème. Ensuite, par rapport à ce qu'avait dit François, j'ai eu la même impression en fait au départ. Je voyais plus Denzel, l'acteur qu'on connaît, plutôt que le général Macbeth du coup. Mais petit à petit, on se laisse prendre par le film et puis on oublie. Et je pense qu'aussi après son débit de parole avait changé. Au fur et à mesure des actes, et là on rentre vraiment dans le film et en fait on passe outre l'accent américain, on passe outre tout ça, mais non, j'ai bien apprécié, j'ai trouvé que c'était un beau film bien fait, puis les acteurs étaient juste époustouflants. Pour une fois, j'ai rien à dire de négatif, voilà. Merci. C'est au tour de Atisso. Bonsoir. Ensuite, après, ça sera Eros. Bonsoir Atisso. Tu veux apporter une précision par rapport à Shakespeare concernant Macbeth et l'adaptation au cinéma? Oui, mais une rapide précision en fait. Ouais, je crois que je l'ai dit dans le chat à côté. Et c'est pour ça que Vas-y. Ouais. Alors moi je suis déjà. Bonsoir à toutes et à tous évidemment. Moi je l'ai pas vu encore, mais voilà, je souhaite le voir très prochainement. Et oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une version d'Orson Welles que je vous recommande, quoi, qui est justement aussi en noir et blanc, etc. Et j'ai bien aimé en fait le fait que tu aies évoqué l'expressionnisme allemand et le film noir en parlant de la dernière version là, de Joel Cohen. Ouais. Pour la simple raison que, effectivement, eux, dans leur filmographie, ils ont cette sensibilité-là, en fait, au niveau du genre. Donc, voilà. Donc, je recommande vivement, en fait, ce film-là à tout le monde.
moi, je sais que j'aimerais bien le voir, tout simplement. Et il y a une version aussi, oui, d'Akira Kurosawa aussi, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il faut voir aussi, quoi. Voilà. Effectivement, ouais. Tu as bien fait de nous le préciser. Merci de ton intervention. Bonsoir, Eros. Salut, Eros. Eros, tu peux rouvrir ton micro. Oui, bonsoir. Excusez-moi. Ouais, t'es encore avec les enfants. Ça s'entend. Moi, c'est l'heure où je fais dîner mes enfants. Et donc, je suis le ciné-club avec mes écouteurs et en faisant en sorte que ma petite dernière ne renverse pas son plat de viande et de kimchi. Ok. Ouais, super. Comment dire alors, il n'y a presque pas de surprise, en fait. Comment ça? Quand on met Denzel, l'un des frères Cohen, Frances McDormand, en fait, c'est un tel niveau de qualité, c'est comme si tu disais, je suis dans une Maybach ou dans une Rolls-Royce ou dans une Jaguar, et je m'attends à moins. Et donc, en fait, le film, il est fort, mais c'est pas un film qui, moi, m'accompagnera toute ma vie, en fait. C'est un très beau film, l'esthétique est parfaite, les références sont incroyables, beaucoup de gens en ont parlé, la photo est rien à dire, le jeu d'acteur, chacun ou chacune, les uns après les autres, sont aussi bons les uns que les autres. Denzel, c'est Denzel. En fait, Denzel, à chacune de ses prestations, il est toujours ou en orbite sur la Lune, ou en train d'aller vers Mars. Donc, franchement, c'est bien la référence. Moi, en fait, j'ai plus envie de parler de la seconde partie de la room, où on va évoquer, ça veut dire quoi d'avoir un Macbeth noir. Mais le film en lui-même, voilà, je tiens à vous le dire, bon, voilà, j'achète des Weston, moi je suis d'origine congolaise, les Weston, ça marche, quoi, c'est sapeur, c'est la simple, il n'y a pas de problème, j'ai pas eu de surprise dans le film. Et alors oui, je rejoins, c'est un anglais qui est soutenu, même si, comme tu l'as dit, Essimi, il a été comme expurgé pour être compréhensible. Ah oui. Oui, chaque plan a été extrêmement travaillé. Parfois il y a presque un maniérisme dans le plan qui est limite, mais on adhère à l'idée qu'on est vraiment face à une pièce filmée plus qu'à un film joué. Les ombres aussi, les ombres sont, voilà. Les ombres sont magnifiques, quoi. Mais comme je vous disais, par contre, et on en parle aussi pour la seconde partie, ce film, il m'accompagnera pas si je devais être dans une île perdue et je devais emporter des films, c'est pas l'un de ceux que j'emporterai avec moi. Mais c'est un excellent film, sans plus. Oui, c'est une énième adaptation de Macbeth. Ce qui est intéressant, c'est surtout ça. Moi, je trouve que ça allie bien le fond et la forme, en fait. Je peux préciser quelque chose? Oui, vas-y, Feriel, et après, c'est à PK. Merci. Juste, Eros, je suis d'accord avec toi, mais par contre, le réalisateur a fait un travail énorme parce que on sent qu'on est dans une pièce, mais on n'est pas tombé dans de la captation de spectacle. Enfin, il y a une vraie recherche derrière. Après, oui, c'est pas un film qu'on va voir et revoir, mais je pense que ça va au-delà de la pièce de théâtre, même si on sent le texte, etc. Ça aurait été possible de tomber dans le piège et voilà, que ce soit une captation de spectacle plutôt qu'un beau film comme celui-ci. Ah, vas-y, Rose. Après, je vais répondre à Feriel. Mes propos, en fait, c'est un excellent film. Mais comment dire, je m'attendais pas moins de ces trois personnes réunies, ces trois talents réunis. Et c'est un excellent film. Et j'ai pas eu de surprise cinématographique. Mais tout ce que tu dis est vrai, Feriel. Et vraiment, je suis rabonde et je coupe mon micro. Alors, Feriel. À la base, ça devait être une pièce de théâtre filmée, puisque c'est Frances McDormand qui jouait Lady Macbeth au théâtre, et elle avait demandé à son mari de filmer la pièce de théâtre. Et son mari a refusé, il a préféré, non, il faudrait qu'on fasse plutôt un film, une adaptation, en fait. Voilà pour la précision. D'accord, très bien. Mais ouais, voilà, on voit bien que ça va au-delà. Mais d'accord, merci pour la précision.
La parole est à PK. Bonsoir PK. Et après, je crois qu'il y a Françoise qui veut rajouter quelque chose. Bonsoir PK. PK. En bas à droite, PK, si vous ouvrez ton PK deux fois, PK trois fois. Voilà. Ah, si elle est avec nous. PK, bonsoir. Bonsoir Essimi, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Moi, c'est tout simplement que je voulais ajouter une précision sur le fait qu'il y a quelqu'un qui dit que c'était la première fois qu'il voyait Denzel dans ce genre de film, ce qui n'est pas vraiment exact parce qu'il a fait Much Ado About Nothing, qui est un film de Kenneth Branagh de 1993, qui est aussi une autre adaptation shakespearienne. Ouais, c'est vrai. Mais pour en revenir au fait que Denzel, si on voit sa carrière, il a fait beaucoup de rôles qui sont des films d'époque, que ce soit Glory ou que ce soit machin. Mais c'est vrai que c'est souvent très difficile, comme quelqu'un l'a remarqué avant, de faire la différenciation entre sa persona, comment on dit persona, entre l'acteur Denzel et sa personnalité et le personnage qui joue à l'écran. Pour ma part, la seule fois qu'il a vraiment franchi cette barrière, c'était quand il jouait dans Training Day. Le rôle d'Alonzo. Et parce que chaque fois que tu vois un film de Denzel Washington, c'est Denzel avant le personnage, tu veux dire. Avant le personnage. Et donc, c'est pas vraiment très étonnant que, par exemple, en regardant how do you call this? Macbeth, c'est difficile d'oublier le personnage de Denzel Washington, si ça fait du sens. Et en même temps, je pense pas que ce soit la première fois que ce soit un noir qui est le rôle de Macbeth, parce que si vous allez sur, que ce soit à Broadway, que ce soit dans le West End à Londres, vous allez voir plein d'acteurs afro qui jouent les rôles outre qu'Othello, qui jouent des rôles de noirs du catalogue de Shakespeare, si ça fait du sens. Peut-être ça se fait pas autant que ça en France, mais en Angleterre ou ou aux États-Unis, il y a plein d'afro qui sont dans des rôles qui sont écrits par Shakespeare, joués par des Noirs. Ça fait du sens? Oui, bien sûr, ça fait du sens. Alors, Françoise, tu voulais acheter quelque chose et après, on passera au débat du jour. Juste rapidement, quand tu dis, Essimi, que c'est pas un film élitiste, moi je trouve que c'est tout le contraire. Et honnêtement, quand tu regardes ce film en anglais et quand tu l'écoutes en anglais, il faut effectivement être très 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 concentré et au-delà de ce que tu entends, analyser aussi ce que tu comprends. Donc, on peut pas dire que ce soit accessible à tout le monde. Et en tout cas, je trouve. Pour une œuvre de Shakespeare, de Shakespeare, je trouve que quand tu regardes tous les films qui sont faits sur une adaptation d'œuvre de Shakespeare, parmi tous ces films-là, je trouve que celui-ci est véritablement accessible au grand public. Tant sur le fond que sur la forme. Tu l'as regardé en anglais? Ouais, je l'ai regardé en VO, c'est titré. Alors, Essimi, du coup, parce que j'ai pas encore donner mon avis. Attendez, je vais juste finir. Et juste pour revenir un peu sur ce que disait Eros, je suis pas convaincue que ce soit si facile parce que tu as le bon acteur, bon réalisateur, la bonne actrice. Alors effectivement, là ça marche et ça coche toutes les cases. Donc le résultat, moi je trouve est vraiment très très bon. Mais encore une fois, pour revenir sur Denzel, et c'est pas le fait qu'il soit noir. Pour moi, qui fait que ça aura pu marcher ou pas, c'est le fait effectivement que comme ce rôle était inhabituel, c'était pas sûr que ça fasse le job, c'est plus ça, et pour moi, c'était pas si évident que ça. Donc voilà, c'était tout. Oui. Ok, merci. Merci. Alors du coup, moi je rejoins les gens qui estiment que c'était quand même pas hyper facile d'accès. Moi je suis passé en VF même j'ai alterné par moment parce que c'était compliqué de suivre et en fait d'être le nez rivé sur les sous-titres, c'est pas agréable en fait. Donc j'ai un peu alterné plusieurs fois pendant le film et sinon j'ai envie de dire c'est une espèce de théâtre moderne quoi.
on est dans du film, mais c'est de la mise en scène de théâtre. C'est des tableaux qu'on a, c'est très figé. Et donc, ça fait réfléchir à comment on va faire évoluer le théâtre peut-être dans les années à venir. Hein. On peut avoir des trucs très extraordinaires avec le monde virtuel qui se développe. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Sinon, ouais, comme j'ai eu un peu de mal, et un peu comme Céline sur la deuxième partie, c'est un peu comme si le brouillard s'était dissipé et ça devenait beaucoup plus intéressant et plus accessible. Bon, voilà. Vous aimez vraiment les choses simples. Hein. Vous, quand il y a un peu de complications, on est des jeunes, on est des... On va pas prendre de risques. Hein, non, mais vous voulez vraiment du blockbuster ou je sais pas, moi. Non, mais Simi, t'exagères. Simi, c'est un daron, je sais pas, c'est un vieux... J'ai une question. Et Simi, ouais. J'ai une question, et Simi, pour les gens qui sont dans la salle. Qu'est-ce qui est plus compliqué, un film comme Inception de Christopher Nolan ou le film moi, j'ai rien compris à Inception, donc... Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les films de Nolan, même Tenet, c'est pas plus compliqué que Macbeth? Voilà, oui, c'est une bonne question, ça. En fait, si vous me permettez de finir la question, parce que c'est un peu bizarre d'entendre que regarder un film comme Macbeth, qui est une pièce de théâtre, soit considéré comme compliqué du fait qu'ils n'ont pas trop adapté le langage. La dernière fois qu'ils ont fait une adaptation, c'est dans, par exemple, les films comme Romeo Must Die. Romeo Must Die, voilà, ou avec, vous avez quoi encore d'autres qu'ils ont fait après, comment on appelle ça, le film Cruel Intention et Liaison dangereuse, si je ne me trompe pas. Toutes ces adaptations où le langage a été plus simple, mais c'est toujours des pièces basées sur les pièces de Shakespeare, etc. Mais en même temps, quand on regarde des films comme par exemple Inception, j'adore Christopher Nolan, le film Inception, ou par exemple pour moi le plus préféré de Nolan, c'est le Prestige, ou The Prestige. Quand tu regardes ces films-là, le langage est aussi soutenu. Le scénario est aussi complexe. Donc, je ne comprends pas vraiment pourquoi on dit qu'une pièce, un film comme Macbeth va être compliqué. Après, PK, nous, on n'est pas anglophones, hein, on n'est pas natifs. Si, je pense que c'est pas une question. Céline. Ah, mais c'est pas comparable. Alors, ce que je voulais dire. C'est pas une question de langage, c'est plus une question je crois, de volonté d'entrée, parce que je pense qu'on a le blocage, parce que c'est une pièce shakespearienne. Donc, d'entrée, on va se dire que ça va être compliqué, etc. Pour moi, un film comme Inception, c'est aussi autant compliqué qu'une pièce que Macbeth. Et ça appelle pas aux mêmes choses, en fait. C'est pas comparable, moi, je trouve, PK. On compare des tomates et des oranges. Hein. C'est pas comparable. On compare, en fait, une écriture... et tu vas comparer Inception où c'est à une complexité la compréhension en fait n'est pas du tout basée sur la même chose, hein. Et le fait que ce soit élitiste, Inception c'est pas élitiste. On peut beaucoup plus se projeter au jour d'aujourd'hui dans un film comme Inception que Macbeth, hein, et encore tout ce qu'il faut comprendre sur ce que ça appelle, je sais pas, en émotionnel, il y a plein de choses en fait à décrypter en référence dans Macbeth qui sont pour moi en tout cas perso pas comparables en fait dans ce que toi tu définis par compréhension, donc et accessibilité surtout à mon sens. Ok, Macbeth, c'est une pièce sur la nature humaine. Un homme qui succombe à ses passions humaines, qui est quoi, la jalousie, l'envie, etc., etc. Inception, en termes de comparaison, vivre des vies parallèles, des perspectives parallèles, je ne pense pas que c'est aussi réaliste que le soit une pièce qu'une pièce de Shakespeare, ou bien que Macbeth. Macbeth, c'est quelque chose que quand, par exemple, vous avez dans le journalisme, vous parlez de politique, etc., on compare beaucoup les perspectives ou des personnages politiques à Macbeth. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est très réel, qui est dans la vie. Alors que ce que vous voyez dans Inception, c'est une conception qui est surréelle,
surréel et qui est pas vraiment basé sur la réalité. Parce que là, il faut aller dans les phases c'est comment on appelle ça? Fantastique? Comment on dit ça en français? Ouais, fantastique. Voilà, fantastique. C'est pas vraiment du réel. Donc, le fait de dire que c'est difficile de comprendre Macbeth par rapport à Inception, ça me pose des questions parce que Inception, c'est du surréalisme, c'est du fantastique, alors que Macbeth, c'est une histoire qui est le plus réaliste et qui est humain. C'est une tragédie humaine, tout simplement. Okay. Alors, je parle de l'anglais. L'anglais du XIe siècle n'est pas le même anglais qu'aujourd'hui. En fait. XIe siècle. Pour quelqu'un qui n'a pas... Oui, il reprend les textes. C'est de l'ancien anglais, c'est pas l'anglais courant qu'ils apprennent en France, etc. C'est par rapport à ça qu'ils disent que c'était inaccessible, en fait. Pas par rapport à la pièce de théâtre. C'est le langage qui est utilisé. Ouais. Alors juste, merci Periel. Juste alors, avant qu'on passe au débat, parce que sinon là l'heure tourne. Je peux rajouter un truc, Samba, par rapport à ce que disait Céline. Bon, vas-y. J'ai pas parlé, hein. Non, mais Céline, vas-y. Je pense qu'il parlait de François. Dis ce que tu as à dire. Pardon, excusez PK. Désolé, j'ai confondu Céline et PK. Je comprends ce que PK veut dire parce que c'est vrai que on a parfois beaucoup plus tendance à se projeter dans un univers de science-fiction, comme l'est Inception ou d'anticipation, si on veut utiliser ce terme, qu'un univers qui est la base même du modèle narratif occidental, qu'est Hamlet, qui a illustré tous les jeux de pouvoir, que ce soit à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, au Kremlin ou au 10 Downing Street, mais c'est vrai que ce qui est difficile dans l'accaparation, c'est la barrière de la langue. Il y a cet anglais qui fait que tout d'un coup, c'est pas l'anglais qu'on a l'habitude, nous, non-locuteurs natifs anglais, d'avoir dans nos oreilles, d'avoir dans nos smartphones, dans nos Walkman. Bon, ça c'est pour les vieux, les Walkman, mais et qui fait que tout d'un coup, on a une sorte de dépaysement. C'est ce dépaysement qui est dur à dépasser avec le film. Mais une fois qu'on est lancé dedans, on est lancé dedans. J'aimerais bien apporter une petite précision. Alors, vraiment vite parce que... Tout le monde m'a coupé. Hein, donc moi, Allez, vas-y. Salut. Donc, en fait, dans ce que je voulais dire, c'est quand on parle d'élitisme, quand on regarde une pièce classique, à la base, on connaît déjà un peu l'histoire. Bon, quand on ne connaît pas l'histoire, ça devient un peu compliqué de rentrer dedans. Donc, il faut rentrer dedans, il y a la langue, et en plus de ça, il y a un esthétique qui se rapproche très fortement, et je le répète, à la comédie française, qui est considérée comme du théâtre élitiste. Donc, tous ces éléments-là, quand on ne maîtrise pas le sujet, ça apporte ce qu'on appelle, je dirais, compliqué. Donc, c'est pas le fait que c'est un scénario qui est compliqué, c'est le fait qu'il y a des éléments dans ce film qui nécessitent d'avoir déjà un peu de connaissances. On ne peut pas regarder une pièce classique en France si on ne maîtrise pas, ça va être un peu compliqué. Là, pour le coup, c'est une tragédie il faut la maîtriser, il faut connaître un peu peut-être Macbeth. Je pense que les gens qui connaissent Macbeth, eux, ça leur parle tout de suite. Mais quand on ne connaît pas Macbeth, on a cette distance parce qu'il faut qu'on rentre dans l'histoire, il faut qu'on comprenne l'histoire. Et en plus de ça, on a un visuel qui est très fort, on a une langue qu'on ne maîtrise pas. Donc tout ça rend la compréhension difficile. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je peux apporter un additionnel, Essimi et Samba? Oui, vas-y. Ok. J'ai aussi une autre expérience, c'est aussi de regarder beaucoup de films asiatiques. Souvent, par exemple, un film qui m'a très très marqué, c'est Chibi en français. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'était la bataille des Monts Rouges. C'est de Radcliffe, ok. C'est un film si je me trompe pas, si c'est de John Woo. Je sais pas si c'est John Woo qui a fait ça. C'était en 2 parties, ok. Et dans le film, il y avait Confucius, il y avait, tu vois, tout ce qui est de l'ancienne histoire de l'Empire Han, etc., en Chine, etc. Chine et tous les pays d'Asie du Sud. Et ce film-là, ils ont utilisé l'ancien langage de Chine. Je ne parle pas chinois non plus. Et la traduction, en même temps, était très, très soutenue. Cependant,
j'ai adoré ce film-là, Il est temps de partir, tout simplement parce que, entendu, bon, il y avait certains des acteurs que j'avais déjà vus dans d'autres films, etc. Mais l'histoire était excellente et je suis entrée dedans. C'était pas parce que c'était complexe, mais je suis entrée dedans. Je pense que c'est aussi certaines fois une question de curiosité. Et un film comme Macbeth, pour mon point de vue, la langue, oui, le langage peut être un challenge pour certains, mais je pense que dans le moment où on a cette curiosité de voir le film, je pense que ça coupe les barrières de la langue, si ça fait du sens. Ouais, ça doit être ça. Les Français, je crois qu'on n'est pas assez curieux. Je sais pas si je sais pas. La remarque, je sais pas si la remarque, je vous la retourne. Si c'est pas si les Français sont pas curieux ou pas, c'est propre à vous. Mais je vous donne juste un exemple d'un film, ce film Chibi, qui est assez comparable, pas dans la réalisation, mais une histoire qui est aussi très complexe, très ancienne, etc. Et qui, si vous allez voir visuellement, elle est très intéressante, mais aussi, pour moi, le film, j'ai pas beaucoup écouté le langage, mais la filmographie m'a permis de comprendre le film, si ça fait du sens. D'accord. D'accord. Voilà. Merci pour ton intervention, PK. Maintenant, Samba, tu m'entends ? Ouais. Alors, du coup, je voulais aussi faire part de commentaires qui sont dans le chat, donc, notamment ceux de Sad Smith, donc qui estime que Denzel a fait une belle performance et surtout que c'était du pur théâtre. Hein. Et lui, il estime que c'est pas tant c'est pas un film qu'on s'attend de voir avec les codes, c'est du théâtre adapté en film, en maintenant les codes du théâtre. Et donc pour lui, c'est plus une expérience, quoi. D'accord. Donc voilà pour les propos que j'ai pu lire dans le chat. On va passer au débat du jour, si vous voulez bien. Essimi, pourquoi tu veux qu'on pose la question du blackwashing ? Parce qu'il y a eu une polémique autour du fait que Denzel incarne Macbeth à l'écran, c'est-à-dire un roi d'Écosse du XIe siècle. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore le blackwashing, peut-être qu'il y en a qui sont dans l'audience qui ne connaissent pas cette définition, c'est un acteur noir qui joue un personnage fictif ou historique blanc, donc en opposition au whitewashing, qui est l'inverse. Et le véritable problème de fond concernant le blackwashing et le whitewashing est la question de l'opportunité d'obtenir des rôles ou pas. Ça me fait penser à ce que disait Viola Davis au moment où elle avait obtenu le Emmy Award pour la meilleure actrice dans la série Murder. Elle disait que vous ne pouvez pas gagner un Emmy pour des rôles qui tout simplement n'existent pas. Alors oui, Macbeth est un film blackwashing, mais il n'a aucune conséquence pour les acteurs blancs à obtenir des rôles, contrairement aux acteurs noirs quand il s'agit du whitewashing. Voilà pourquoi j'ai voulu poser cette question. Et j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, le blackwashing ou le whitewashing. Voilà, Samba. Et Simi, si tu me permets de répondre à cette question-là, sur la question de whitewashing... Sois concise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont réagir. Vas-y. Très bien. Pour mon point de vue, déjà, je pense que c'est l'absence de volonté déjà de mettre en perspective des histoires qui ont des héros africains ou des héros noirs au sein d'Hollywood, qui fait que malheureusement, le catalogue de rôles que les Noirs sont apportés sont plus genre Shakespeare, etc. Pourtant, on a des pièces de Wole Soyinka, il y a des pièces de Chinua Achebe, il y a plein de pièces, etc., que tous ces gens-là peuvent développer. Mais je pense aussi, c'est quelque part de leur côté la non-volonté de vouloir développer des catalogues qui ne sont pas, disons, connus à Hollywood. D'accord. Okay. Donc, dans mon point de vue, question blackwashing, whitewashing, c'est une question qui est sur le fait que Hollywood n'a pas cette volonté n'a pas cette volonté de développer des propriétés intellectuelles, IPs, dont ils ne sont pas très au courant. Ça, c'est mon point de vue, tout simplement.
Voilà. Parce que par exemple voir Ariel, comment elle s'appelle? La fille qui joue Ariel, qui a eu le nouveau rôle dans Disney, d'Ariel, la princesse Ariel, comment elle s'appelle? Halle Bailey. Je trouve que c'est bien pour elle, mais pour moi, c'est pas une victoire. Parce qu'une victoire, ce serait parce que les histoires de Mami Wata, etc., il y en a plein dans la littérature africaine, que ce soit francophone ou anglophone, et que ou même dans les littératures caribéennes ou autre machin truc, que les gens de Hollywood, ils peuvent bien aller chercher dans ces littératures-là du contenu à développer sur Hollywood et qui donnerait à tous ces acteurs afro des rôles des bons rôles. Mais jusqu'ici, parce que Hollywood, ça c'est mon point de vue, n'a pas cette curiosité, encore la question de curiosité, de développer des IP, de contenus littéraires qui ne sont pas très comment dire ça, qui ne sont pas familiers avec, donc ils ne vont pas le faire. Ça répond? Ouais, non, mais c'est le débat, donc je te demande simplement ton point de vue. Voilà, tu exprimes ton point de vue et c'est bien. Il n'y a pas de souci, PK. D'autres personnes par rapport à cette question-là? C'est un débat, hein, donc allez-y. Je veux bien prendre la parole. Bah vas-y. Je ne sais pas si c'est lié à de la curiosité dont on a beaucoup parlé ce soir ou pas, mais en tout cas en ce qui me concerne, et je ne sais pas si ça va vraiment répondre à la question. Je pense que moi, ça ne me dérange pas quand on parle de fiction, en fait, quelle que soit l'origine de la personne. Après, effectivement, si c'est des choses qui sont biographiques, autobiographiques, etc., basées sur des faits réels, je pense que je préfère que la personne choisie, en fait, soit idéalement colle le plus en termes d'origine au rôle qui est interprété. D'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est ça, parce que d'ailleurs, en général, les gens, quand ils se plaignent du blackwashing, c'est de dire, ouais, ce serait pas normal d'avoir Napoléon noir, etc. Mais bon, quand c'est des personnages historiques, c'est compréhensible. Après, quand c'est un Marvel, franchement, voilà, c'est des débats qui sont déjà un peu moins intéressants. Et juste pour finir, du coup, j'ai peut-être pas compris la subtilité de l'idée de la curiosité par rapport aux majors américaines qui ne s'intéressent pas à des histoires de noirs. Je pense que ça va au-delà de s'intéresser à des IP qui sont liés à des histoires de noirs ou autres en termes de diversité, à mon sens, et c'est plutôt effectivement après l'idée de se dire est-ce que les gens sont bankable ou pas, et à quel point en fait à quel point c'est plus simple, ou en tout cas ça a été plus simple à Hollywood de faire incarner des rôles de diversité par des acteurs / actrices blanches qui sont plus bankable et qui vont ramener du monde en fait dans les salles de cinéma, à mon sens. Donc en termes de réflexion, en termes d'industrie et de business en fait. Ok, si tu me permets, Simi, de répondre à ça. Oui, alors de manière concise. Très bien, je vais donner un exemple de Americana, de Chimamanda Ngozi. Je ne sais pas si vous connaissez cette actrice. Ouais, Americana, c'est un film, c'est un livre qui est très, très, très connu dans le monde anglo-saxon, etc. Et qui a été pris par, je crois, c'était Lupita Nyong'o, etc. Ok, c'est une IP qui est toute neuve, qui est très, très, très connue, etc. Mais qui, ça fait depuis un peu plus de 3 ans, qui reste dans ce qu'on appelle development hell. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est-à-dire que pour trouver les financements pour faire ce projet, ça part nulle part. Il y avait un autre projet, je vais vous donner des exemples de projets. Par exemple, comment il s'appelle? Will Smith a voulu faire une histoire sur Taharqa. Taharqa, c'est un roi de l'époque du royaume, si je ne me trompe pas, d'Aksum ou de Kush. Ok. Et qu'il a essayé de développer ça, c'était depuis 2018 ou 2017 qu'il essayait de développer ça. Personne ne veut le financer. Je peux vous donner, il y avait aussi, je crois que c'était Viola Davis qui avait récemment parlé d'un projet sur une reine Ashanti, voilà, qui n'ont plus aussi très peu de financement. Donc la question, quand je parle de curiosité, je vais être juste politiquement correcte pour dire que il est plus facile de financer
un Macbeth avec un Denzel Washington. Ok, pourquoi? Parce que Macbeth, c'est une IP qui est connue internationalement, qui n'a pas de, comment on appelle ça, on n'a plus, il est déjà là, entre guillemets. Ouais. Avoir Denzel Washington faire partie du cast, ça ajoute, c'est pour Joel Cohen, etc., ça ajoute au prestige du film, etc. Mais pour ma part, moi, la question de whitewashing, blackwashing, moi je dis, pourquoi dans ce cas-là, pour éviter, du moins pas éviter, mais pour avoir les questionnements sur le blackwashing, pourquoi il n'y a pas plus de financements qui sont faits pour des pièces ou des IP africains ou afro quelque chose qui existe, etc. Ça, c'est ça, moi, la question qui me pose. Parce que quand, par exemple, vous allez maintenant, si on va maintenant en question de production, ok, ou d'acquisition, vous allez voir que quand vous avez aujourd'hui, il y a plein de producteurs sur le continent, etc., qui ont des contenus à vendre. Mais si vous voyez le prix qui est à l'acquisition d'un produit qui vient du continent africain ou afro, dans la diaspora, par rapport à ce qui est acquis, par exemple, en Europe, etc., c'est là où vous posez des questions. Et ça revient sur la question blackwashing, machin truc, etc. Denzel Washington aura plus de chances d'avoir de l'argent ou d'avoir un projet sur Macbeth fait qu'il va avoir de la chance d'avoir un projet sur une IP africaine faite. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, tu parles des productions de contenu par rapport. Toi, tu estimes que s'il y a beaucoup plus de contenu estampillé afro porté par des grandes figures, il y aurait moins de blackwashing en gros, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, la question de blackwashing ne se poserait pas parce que. Ça ne se poserait pas, oui. Oui, voilà, parce qu'en fait, les gars qui mettent des millions derrière des gros projets, par exemple, ce que avait en tête Will Smith avec Taharka, l'histoire de Taharka, c'était un projet à 50-60 millions, sans son cachet. Et ça aurait été une super grosse production. L'équivalent de Black Panther. Black Panther a été fait parce que c'est un projet Disney. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ça c'est un projet de studio, ça appartient à Marvel. Voilà, il y a une IP qui existe avec les personnages qu'ont créés les gens de Marvel depuis 70 ans, etc. Donc il n'y avait pas de complexité. Donc aujourd'hui, quand on parle de blackwashing, entre guillemets, c'est parce que les acteurs, entre guillemets, qui prennent ces rôles-là ou qui ont ces rôles-là, pour eux, ça peut être considéré quelque part, ça peut être considéré comme un succès, parce qu'ils ont un rôle dans une grosse production sur un gros IP, etc., etc. Ils ont beaucoup d'argent dessus, etc. Une certaine reconnaissance, mais en même temps de la validation, Mais à côté, il y a des IP, Quand on parle par exemple de l'enfant noir de Kamara Lai ou l'enfant noir comment il s'appelle, de Richard Wright. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une super grosse production avec ça? Je pense que ça pourrait arriver. Après, c'est une question, comme tu dis, de financement, d'opportunité qui porte le projet. Puisqu'il y a eu des adaptations des œuvres de James Baldwin, une œuvre de James Baldwin par Barry Jenkins. Je pense que ça pourra arriver. Mais c'est vrai que ça vient tard. C'est pas des super productions non plus. C'est pas genre la production. Ça va arriver petit à petit. Tu sais comment ça commence. Ça va arriver petit à petit. Donc voilà, des producteurs comme Ryan Coogler maintenant qui sont à Hollywood ou Charles D. King avec sa société Macro vont peut-être pouvoir financer ce genre de choses. François, tu voulais rajouter. Oui, excuse-moi. Sur ce point-là, même si Charles King et Tyler Perry ont de l'argent pour produire machin truc, etc., ils sont pas les distributeurs non plus. Non plus, mais quelqu'un comme Charles King qui a réussi à produire une œuvre sur le Black Panther Party, or que le studio Hollywood n'avait jamais financé un film sur le Black Panther Party, montre quand même que on a franchi un cap. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais faire un film sur un héros du Black Panther Party qui a coûté 60 millions de dollars, je ne pense pas qu'il y a 5 ans, ça aurait été encore possible. Ça a été possible grâce à des succès aussi comme Black Panther, aussi, qui a permis au studio de prendre conscience que oui, il y a certains contenus afro un peu risqués dont on peut financer. Donc voilà. Alors, juste si vous me permettez, parce qu'il y en a qui sont montés et qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, on va commencer par Franciane, puis Sad, puis Simone. Puis après, il y a Céline et Françoise qui voudront s'exprimer. Voilà. Alors, c'est un sujet qui concerne beaucoup les femmes. Dès qu'il y a Denzel, voilà quoi. Je préfère son fils.
Oh Bonsoir Françoise. C'était un débat, on a déjà fait le débat sur le fils. Et voilà. C'est Franciane qui a parlé, c'est pas Françoise. Ah ouais, c'est Franciane, excuse-moi. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est bien, c'est animé là, hein. C'est spicy ce soir. Non, c'est génial, mais en fait, moi je voulais juste donner une petite impression par rapport effectivement au blackwashing. En fait, quelque part, des fois ça m'amuse aussi de voir ça, parce que quand c'est l'inverse, ça déclenche tellement de réactions. Rappelez-vous pas le débat, mais la polémique qui a eu lieu lorsqu'on pensait qu'Idriss Elba allait endosser le rôle de James Bond de 007, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. Et ça m'amusait de voir toute cette effervescence, même si effectivement cette réciprocité ne me plaît pas vraiment, parce que j'aime bien, comme Françoise et comme Essémé, je crois, que vous êtes d'accord sur le même point, qu'on aime bien quand même quand les personnages, lorsqu'ils sont réels, qu'on respecte en fait les origines pour ceux qui les interpréteront. Mais quelque part quand même, c'était croustillant de voir ça. Il y avait quelque chose de moi, ça m'amuse beaucoup. Hein, il y avait quelque chose quand même de jouissif de voir. Alors c'est ça, quand c'est les Noirs, ça fait tout ça des débats. Donc voilà, il y a quelque chose quelque part moi que j'aime bien dans cette idée un petit peu un peu subversive de donner un rôle, même un rôle autobiographique qui est normalement destiné à une personne blanche, le voir interprété par une personne noire. Même si je ne suis pas d'accord, mais voilà, le fait que on en discute, ça me plaît. Sinon, par rapport pour aller plus vite dans ma réflexion, le fait que effectivement qu'il n'y ait pas de grosses productions pour l'instant qui viennent entre guillemets d'Hollywood, du monde hollywoodien, sur des histoires, des IP fortes qui concernent les Caraïbes, ou même les histoires africaines. Il y a des choses qui sont en train de changer, notamment à cause des plateformes. Netflix en particulier, ils sont en train de faire en fait des partenariats, de signer des partenariats avec des acteurs du continent pour justement développer des histoires avec beaucoup plus de moyens, que ce soit en série ou que ce soit en long métrage. Et il y a un vrai là maintenant beaucoup de forums où on parle justement à ceux qui sont auteurs de leurs projets, qui ont des IP, des propriétés intellectuelles fortes, vraiment de se protéger. Parce que justement, moi je me souviens que j'avais pitché il y a une quinzaine d'années le Chevalier de Saint-Georges à différents producteurs. Je cherchais des coproducteurs partenaires, et maintenant, c'est 15 ans après, j'apprends que c'est Disney qui va faire le Chevalier de Saint-Georges. Donc, il y a comme ça des recherches à fond de projets, que ce soit les plateformes qui recherchent, ils demandent à pitcher. Là, il y a Sérimania qui se termine bientôt, où c'est que ça, c'est que du pitching de projets originaux. Et donc, on voit que des acteurs comme Mo Abudu, par exemple, elle a signé un grand partenariat avec Netflix, mais également avec Sony. Et également l'acteur qui joue dans Star Wars, John Boyega. Ouais. Et il y a comme ça d'autres acteurs qui ont joué aussi des rôles dans des Marvel, mais maintenant qui ont gagné assez d'argent pour justement aussi créer leur studio et développer des projets des projets liés justement à des histoires caribéennes ou africaines, ou pas forcément justement liées aux afro. Enfin, on va dire, maintenant il y a comme une sorte de vision sur comment collaborer entre afrodescendants de ces différentes parties du monde. Il y a plus, moi dans le monde de l'animation, je vois aussi que maintenant j'ai même des illustrateurs ou des animateurs brésiliens, mais afrodescendants brésiliens, qui me contactent parce qu'ils veulent collaborer avec des Africains.
ou avec des Français francophones. Qu'est-ce que je raconte? Des Français. On t'a compris, des Moi-même, je Français me noirs, trompe en là. fait. On a trop de mélange, je me trompe. Donc, c'est pour ça Je que... voulais quand même Ouais, apporter une petite pardon. précision, mais je te laisse finir, Franciane. Non, c'est pour ça que je suis... En fait, je reste optimiste. Malgré le long parcours, le long chemin qui reste à faire, je reste quand même optimiste dans ce que je perçois, en fait, dans les demandes de collaboration. Mais c'est vrai. Ah oui, et dans le monde du financement, il y a aussi des choses qui changent. Maintenant, il y a des VC funds qui s'organisent pour financer justement des projets ambitieux et justement des projets qui mettent en avant la diaspora noire. Donc, il y a ça existe en Angleterre. C'est très récent. En Angleterre, j'ai vu ça aussi, des afrodescendants aux Pays-Bas qui le font. Et il y a aussi, bien sûr, les VC funds qui existent déjà au Canada et aux États-Unis. Et là, en fait, c'est un peu... moi, je les contacte pour leur dire, mais il ne faut pas limiter vos projets, vos financements uniquement qu'aux États-Unis. Il faut aussi collaborer avec des Européens, des Africains, mais voilà, afro-descendants. Il faut collaborer ensemble. Parce que justement, si on veut plus de moyens pour les projets, il faut aller vers ce sens-là. Voilà, c'était tout. C'est tout pour moi. Merci beaucoup Franciane pour ton intervention. Je crois qu'il y a Françoise qui voulait juste ajouter rajouter quelque chose. Après, c'est Saïd. Juste rapidement, parce que j'ai l'impression en fait qu'il y a un peu deux sujets en fait. Je trouve qu'il y a alors certainement que les deux sont liés, mais il y a le sujet du blackwashing et qui va être lié, je trouve, plutôt à des performances aussi d'acteurs ou d'actrices et de cast, et est-ce que ça nous dérange ou pas. Et je trouve que finalement, on n'a pas beaucoup répondu à cette question ce soir. Et après, il y a un autre sujet qui est un sujet business, en fait. Se dire que tout d'un coup, Netflix va investir en Afrique et va monter un partenariat avec l'UNESCO, va filer des bourses de $100 000 à des réalisateurs africains. C'est juste parce que Netflix se sont rendu compte que partout dans le monde, ils ont besoin que quel que soit le territoire et quelle que soit la zone, de faire du business. Et on fait du business en faisant raconter aux gens leurs propres histoires. Parce que la vision du monde ne peut pas être que américaine. Donc, avant tout, en fait. Donc, ce qui n'est pas la même chose de se dire qu'on va aller parier sur des projets pour mettre en avant des histoires qui ne sont pas liées à du business. Donc, c'était ce que je voulais, c'était juste ce que je voulais dire, quoi. Et évidemment, d'un point de vue business, que plus il y aura puisque tout à l'heure on parlait de Macroventure, de Charles King et compagnie, de Tyler Perry, plus il y aura des décideurs et des décideuses, où tu parlais aussi de VC Fund, Franciane, qui sont issus de la communauté, quelles que soient les communautés d'ailleurs, parce que là on est focus sur blackwashing, mais c'est pareil pour moi dans toutes les communautés. Forcément, plus il y aura des histoires qui seront produites, j'ai envie de dire, sur des noms blancs pour élargir. Mais ça, c'est la base. Hein. Voilà. Et moins, il y aura peut-être du blackwashing, comme disait, la question ne se posera plus, peut-être. Donc, voilà. Tout à fait. La parole est à Saad. Bonsoir Saad. Bonsoir ici, bonsoir tout le monde. Sur le blackwashing. Je vais faire simple. Déjà, on a parlé d'optimisme. Pour moi, il n'y a pas d'optimisme ni d'attente à avoir. Il n'y en a pas. Ça ne va pas se passer comme ça. Et le blackwashing, le whitewashing n'existe pas. À plus forte raison, le blackwashing. Je m'explique. Tout ça, en fait, est plus global. C'est juste la vision étriquée et une vision, même économique de la société actuelle. Et xénophobe. On veut répondre aux attentes qui sont du peuple. Et on veut vendre un film, on vend un produit. Donc le blackwashing et le whitewashing n'existent pas, surtout quand on parle de fiction en fait. Que Superman soit noir, que Michael B. Jordan joue la Torche qui est à l'origine blanc, ou que Mary J. soit noire, ou que, je sais pas moi, la petite sirène, ou on a plein d'exemples comme ça, ça ne devrait pas poser de problème pour des personnages de fiction. Il n'existe pas que ce soit un acteur noir, un blanc, un acteur d'origine maghrébine, un acteur d'origine asiatique, peu importe, tant qu'on met en avant sa valeur et ses capacités. Ça, ce serait dans l'idéal, ça. Ce serait l'idéal, mais voilà. Ouais, donc ça ne devrait pas poser de problème. La limite à mon propos, c'est peut-être un personnage historique, et encore, je dirais, on a parlé d'Othello hier, faut juste que ça porte le propos, c'est tout. Donc si dans Othello, on met un blanc alors que le personnage principal est un noir et qu'on met tout le reste du casting noir, tant que
tant que, comment dire, c'est le paradoxe qui est maintenu, c'est bon. Puis pourquoi pas un Abraham Lincoln noir? Où est le problème? En fait, ça, c'est juste des blocages et des visions fermées. Après, le reste est économique. Aujourd'hui, on a Tyler Perry. Le changement ne se fera pas en douceur, en fait. Il se fera violemment quand on imposera, comme un Tyler Perry qui va peut-être mettre en place des films, ou des gens qui auront les capacités de mettre en place et d'imposer des films de par leur puissance économique, avec des acteurs différents, sans respecter les attentes peut-être des gens. Tout simplement en montrant que tant que c'est de l'acting, c'est le personnage auquel on s'intéresse, c'est l'acteur qui prévaut, et pas forcément la couleur de peau. Macbeth peut être noir. Denzel a fait une très belle performance. Il l'a très bien joué. Honnêtement, si on ne connaît pas l'histoire, qui peut dire que Macbeth était blanc? Je veux dire, ça porte pas le propos en soi, ça n'apporte rien. Donc voilà. Donc moi, c'était ça. Oublions le blackwashing, oublions le whitewashing. Il faut s'imposer en force. Et si le problème existe, c'est parce que ça répond à une demande des gens. Et tant que les gens n'auront pas changé, ce sera là. Merci Sad. Merci beaucoup pour ton avis. La parole est à Simone. Bonsoir Simone. Simone une fois. Simone deux fois. Simone. Ah, bah. Qui veut encore réagir? Moi, je voudrais bien réagir, Simi. Vas-y, Eros, on t'a pas entendu justement sur le sujet. Le débat est hyper intéressant, quelle que soit la manière dont on le prend. D'abord, sur la question ce qu'on appelle le blackwashing, au-delà de la question de la représentation des acteurs et des actrices noires, il y a un vrai enjeu. C'est Francine qui disait, c'est croustillant quand ils ont dit que Idris Elba pourrait être le nouveau James Bond 007. Il y a plein de gens qui ont réagi. C'était pareil pour des rôles comme... Alors, je sais pas s'il y a que moi, mais je t'entends pas tellement bien. Je sais pas si je suis le seul, mais... Moi, je sais pas. Et là, vous m'entendez mieux? Ouais, là, ça va. Je parlais plus fort, en fait. Je disais que c'est intéressant de voir, comme disait Franciane, quand on a annoncé qu'Idris Elba pourrait être le nouveau James Bond, les réactions outragées ont été extrêmement nombreuses. Et au-delà de la question vraiment de la place des acteurs et des actrices noires, il y a un enjeu numéro 1. Aujourd'hui, nos imaginaires sont un champ de combat. Un champ de combat quasi philosophique et financier. C'est-à-dire que là, tous, on est quasiment des mêmes générations, entre 20 ans, je suppose, pour les plus jeunes, et 40 ou presque 50 pour les plus vieux et les plus vieilles. Et on a notre imaginaire qui a été forgé par Hollywood. Et avant même qu'on parle de films autour de traditions africaines ou noires, il est normal aussi que dans l'imaginaire qui a été le nôtre, tout d'un coup, un élément noir vient apparaître et que James Bond, qu'on a vu incarné par 1001 personnes blanches, soit un moment noir, que Hemdall, d'ailleurs joué par la même personne, Idris Elba, soit également noir, que James West, qui a été un héros des années 80-70, incarné par un blanc, alors qu'à l'origine c'est un noir. Hein. Alors qu'à l'origine c'est un noir, soit incarné à l'origine, après par un noir, en l'occurrence Will Smith. Et d'ailleurs, ce genre de choses permet de rompre avec l'ethnocentrisme européen et blanc. Parce que comme tu le dis pour James West, les cow-boys, Hollywood nous les a vendus blancs, or que, en fait, ils ont été noirs. Et quand Will Smith commence par être James West, à la fin, on arrive au film qui est sorti avec Idris Elba et dont on a parlé ici dans la room. The Heart of the Fall. Voilà, en fait. Et donc, chaque fois que, par exemple, on peut avoir un acteur romain qui est noir dans un film, on rappelle à l'Occident blanc et au narratif créé de toutes pièces d'un Occident totalement blanc que Rome a été en partie noire, par exemple. Et donc, le combat, il n'est pas que financier, il n'est pas que simplement de représentation, il est aussi que nous devons rompre avec l'hégémonie de l'imagination blanche. Nos rêves doivent aussi devenir noirs et asiatiques et d'autres couleurs. Et je voudrais finir sur un autre point, pour pas trop accaparer la parole. Non, la question une autre histoire de l'humanité existe.
l'histoire de Mansa Moussa, par exemple, l'histoire du chevalier Saint-Georges, l'histoire de la reine Zinga, et des Quilombo au Brésil, par exemple, il faut qu'on la raconte. Il faut qu'elle soit racontée. Et une fois qu'on aura passé la question du threshold de la place des hommes et des femmes noires dans le cinéma, ce sera la question du récit des Noirs, de cette autre part de l'humanité dans le cinéma. Et j'en reviens, si Disney rachète la Fox, si Apple rachète la MGM, c'est qu'aujourd'hui, nos imaginaires sont le combat futur de l'humanité. Et nous devons avoir notre place, notre mot à dire, en tant que personne, en tant qu'acteur, en tant que producteur, scénariste, pour que nos enfants, moi ma fille, elle a 2 ans, grandissent avec des référents, des modèles noirs, asiates et autre chose. Je coupe mon micro. Mais totalement, et ça se fera pas gentiment, c'est ça le sur. Comme Totalement tu l'as dit, c'est un d'accord. combat. Totalement d'accord. Il faut arrêter d'être gentil. Il faut être poli, mais pas gentil. Il faut être respectueux, mais pas timide. Il faut être noir, ambitieux, parfois vicieux. Ceux qui ont les références ont reconnu. Merci pour le 1 à J'adore, 3. j'adore. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ton intervention, Eros, elle est vraiment très intéressante et c'est un peu ce que ça m'évoquait en fait, ce fait que des personnages noirs puissent jouer des personnages qui sont imaginés blancs au départ. C'est effectivement ce renversement et c'est l'imaginaire qui est chamboulé. Parce que nous, on est noirs et on s'est quand même projeté dans des personnages qui étaient blancs. Et en fait, on a eu entre guillemets, ce désenchantement quoi, qui est arrivé. Et finalement, ces films-là, ils permettent de retarder peut-être ce désenchantement ou de même de faire qu'il n'y arrive pas quoi, et de se dire en fait tout est possible et que c'est pas juste de la naïveté. Et en fait, effectivement, comme tu dis, il y a des personnages qui ont existé et qu'on n'arrive pas à se visualiser, que l'Europe a pas toujours été blanche et en fait peut-être même jamais été à 100%. Et c'est important de pouvoir instiller comme ça de nouveaux pans dans notre imagination, quoi. Question. Est-ce que Alors, vous avez... attends, PK, la parole est à Simone qu'on a retrouvée. Pardon. Bonsoir Simone. Bonsoir, je suis là depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais comme j'ai une mère souffrante, je m'occupe en même temps d'elle. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc, moi, je voulais juste dire que, par exemple, comme Samba vient de parler là, l'Europe n'a pas toujours été blanche. Même dans la cour du roi en Russie, on a vu des personnalités noires. On parle de Pouchkine et de tous ces gens-là qui ont écrit sur l'Afrique sans jamais y avoir mis les pieds. Donc maintenant, il est question aussi un acteur noir qui joue ce type de rôle. Il faut quand même dire que Denzel est quelqu'un d'expérimenté, qui a fait beaucoup de Broadway, qui a vraiment la dualité du talent, aussi bien au cinéma et aussi bien au théâtre. Il a justement refusé toujours de se considérer comme étant acteur, ne pouvant jouer qu'un type de rôle. Dès le début de sa carrière, il a dit « je veux qu'on me voie comme un Robert Redford ou d'autres qui peuvent embrasser tout type de rôle ». Et là aussi où Denzel Washington a pu jouer cette pièce de théâtre, il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est petit à petit en train de faire au cinéma toutes les pièces d'August Wilson. August Wilson, c'est l'un des plus grands dramaturges noirs, justement, qui était beaucoup joué à Broadway. Donc les œuvres sont bien connues à Broadway, mais il l'adapte au cinéma. On l'a notamment vu dans ce rôle de Francis où Viola a eu un Oscar. Hein. Et donc, Oscar du meilleur second rôle. Oui, donc lui-même il était nommé, je crois.
Oui, oui, en Donc, tant que meilleur acteur. la versatilité de Washington vient du fait déjà, pour incarner ce type de rôle, du fait que c'est quelqu'un de brillant, Bah, c'est pour c'est ça qu'il a été quelqu'un... pris. Hein. Justement, il Oui, cherchait, il a oui. une formation Et, classique de et théâtre. donc, Justement pour ça. on est là maintenant face à la question du talent. Et dans nos communautés, le talent est présent. Mais il y a deux choses. Il y a le modèle typiquement américain où on peut vous donner une petite chance, vous allez monter, mais il y a un plafond de verre. L'autre problème, c'est le modèle un peu plus européen, un peu plus français, où vous n'accédez pas. Or, aujourd'hui, le talent, il y a beaucoup, parmi nous même, on connaît des gens qui sont talentueux. Le talent a besoin de se découvrir. En Angleterre comme en France, quand vous prenez souvent les prix pour les gens issus de la cité, c'est le même type de prix, c'est le type de prix meilleur espoir. Comment Oui. passe-t-on de meilleur espoir à quelqu'un, acteur confirmé et tout? Bien souvent, on choisit des jeunes de banlieue pour des premiers films. Dans des premiers films où on va les revoir, après on revoit plus personne. Mais maintenant, dans tout ce concert-là, tout ce qui est en train de se dire, moi, c'est pas le temps que les gens investissent qui m'inquiète le plus. C'est la quoi, alors? propriété des œuvres. C'est que nous devons faire ce que Howard Duvernay est en train de faire. Il faut être propriétaire des œuvres avant tout si nous voulons transmettre une culture à nos enfants. Il y a une exposition de la réalisatrice Sarah Maldor. Oh. Elle est à l'exposition au Palais de Tokyo. Mais elle a eu du mal à se tenir, cette exposition, parce que bon nombre de ses œuvres sont possédées par d'autres. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup milité dans la communauté, dans les diasporas. Par exemple, l'une de ses œuvres est possédée par René Château. Vous savez ce que c'est, René Château? Oui, c'est un des Oui, plus grands on voit. distributeurs français, René Château, Oui, c'est un qui a été racheté distributeur d'ailleurs. français. Mais de base, René Château n'est pas... Ah, On n'entend plus. t'entend Qui fait du loisir vacancier. excuse-moi, Simone, de t'interrompre, on t'entendait plus. Non, On non, t'entendait c'est plus. juste... Mais s'il te plaît, sois aussi concis. Non, non, je vais terminer par là. Ouais, Il y a comme j'ai entendu tout ce qui a été dit, aujourd'hui, l'essentiel, c'est que nous pouvons financer des œuvres qui vont être vues par les autres générations et qui pourront se dire, voilà, tel a été produit. C'est là maintenant l'important, les Netflix et autres qui viennent, ça doit être aussi un cahier des charges parce que bon, pour leur dire, vous allez financer des œuvres, mais faites en sorte que ces œuvres-là ne soient pas plus tard rangées dans les cartons. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. Quant à ce qui est du white ou du blackwashing, c'est des choses qui vont toujours exister. Voilà. Ok. Merci de ton intervention. Samba? Alors, on a pas mal explosé le temps, mais est-ce qu'il y a encore d'autres gens qui veulent ajouter quelque chose sur ce débat blackwashing, whitewashing? J'avais une question pour ma part. Oui. Voilà. Donc, alors, PK et ensuite Françoise. C'est quoi ta question, PK? Ok, j'avais une question sur la question de la propriété intellectuelle des œuvres littéraires ou des contenus africains. La question que j'ai, c'est pourquoi, parce qu'on a parlé de Netflix et des développements qu'ils font, etc. C'est pourquoi la valeur des IP africaines ou afro de manière générale, ça c'est un problème qui est partout, sont toujours très inférieures à comparer à ce qui est pratiqué au reste du monde. Ça, c'est une chose que je voulais poser. Que j'aimerais savoir comment les gens perçoivent ça, parce que c'est super c'est intéressant de voir Netflix, Amazon, etc. s'intéresser au continent africain parce que ils ont compris que c'est une audience de 700 millions de personnes, etc. Mais maintenant, sur les faits, il va y avoir des séries, etc. qui vont être vendues à 10 000 $, alors que dans d'autres marchés, par exemple en Corée du Sud, ils vont être vendus à 2 millions. Ça, c'est une question que j'aimerais bien voir. Le feedback de votre côté. Voilà.
D'accord. Alors moi, si je peux te répondre par rapport à cette question rapidement, et après ça sera Françoise. Déjà parce que en termes d'achat des contenus qui viennent du continent africain, déjà il y a Netflix qui est là-bas, il y a Amazon qui vient de s'implanter, et il y a aussi Canal Plus Afrique. Je t'entends. Tu as coupé un peu, ta connexion a coupé un peu. D'accord, non. Donc je vais te répondre de mon point de vue parce que de mon expérience passée à Canal Plus Afrique et que cette chaîne Canal Plus Afrique pratique du dumping en termes d'achat de contenu, je pense que pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas véritablement de concurrence, en fait, il faut que la concurrence s'installe. Il faut qu'il y ait une grande plateforme. Il faut qu'il y ait des investisseurs africains qui investissent sur des grandes plateformes pour des contenus afro, et qu'ils achètent ces contenus à leur juste valeur pour inciter justement les Netflix, pas trop Netflix, encore Netflix à la rigueur quand ils prennent des productions notamment de Nollywood, ça va en termes d'achat, mais c'est surtout Canal Plus Afrique qui pratique du dumping et qui fait surtout pour les productions africaines francophones et qui fait baisser le prix des contenus du marché. Moi, je pense que la solution viendra quand il y aura un jour une grande plateforme afro-française, puisqu'elle existe au Nigeria. Déjà, les Nigérians ont leur plateforme afro-française qui achètera des contenus à leur juste valeur et qui obligera Netflix et les autres, et surtout Canal Plus Afrique, à acheter véritablement des contenus au bon prix, quoi, en fait. Tant qu'il n'y a pas ça, je pense qu'ils se partagent le marché entre eux, en fait. C'est la concurrence qui fera en sorte que les choses vont changer, en fait. Ok, parce que par exemple, tu as parlé d'Amazon. Amazon, parce que bon, je ne sais pas si vous connaissez le Festival africain du film à Lagos. Chioma Oudé, qui est entre guillemets la compétition de mots à Voodoo, elle a fait venir justement Macro, elle a fait venir Amazon, elle a fait venir Denso, etc. Et l'une des conditions qu'elle avait, et que ça a été discuté justement durant les 120 événements, c'était justement les questions de propriété intellectuelle. Et l'une des conditions pour elle, pour faire venir Amazon, c'était de faire en sorte que, comment on dit ça en français, c'était de relever le niveau. De l'achat des propriétés africaines. Parce que pour elle, c'était quelque chose qui était très important parce que par rapport à ce que fait Canal+, entre guillemets, ou ce que fait, dans certains cas, pas directement Netflix, mais peut-être les acheteurs au nom de Netflix, qui pratiquent quelque peu du dumping. Donc, elle a essayé, en fait, elle, de niveler, si c'est bien le bon mot, les pratiques d'acquisition de Amazon. Et quant aux grosses Iroko TV ou Africa Magic, etc., ou Showmax, etc., ou DSTV, leur politique d'achat et d'acquisition est toujours très comparée à ce que va proposer Netflix, par exemple. Ça va être toujours très genre 60 à 80% moins, entre guillemets, if it makes sense. D'accord. On fera peut-être un autre débat là-dessus parce que là, on a pas mal dérivé, mais c'est intéressant en tout cas comme information. Alors, on avait Françoise. Je voulais juste finir en disant, vraiment pour recentrer un peu sur le débat, mais là c'est la fin du débat, mais c'est que de mémoire, le film L'Ascension, le film français, où l'interprète c'était Ahmed Silla, donc qui est noir, africain. De mémoire, la vraie histoire, c'est un Marocain ou un Algérien, en tout cas, quelqu'un de Maghreb. C'est comme Intouchable aussi. C'est pas Intouchable. Voilà, et ça a dérangé personne, en fait, en France. Alors, en tout cas, la communauté noire, c'est pas dit où. J'ai quand même vu pas mal sur les réseaux sociaux des Maghrébins s'en plaindre, et en fait, qui voyaient là une façon de lisser les choses, et parce que on n'aime pas les Arabes dans ce pays, c'est comme ça qu'ils l'ont perçu. Pour avoir eu comme source directe le principal intéressé, c'est-à-dire Nadir Dandoun, dont le personnage est interprété par Ahmed Silla, et même avoir discuté avec Laurence Lascari, donc la productrice du film. Eux, dans l'écriture du personnage, c'était un banlieusard, et ils n'avaient pas, en tout cas, ils voulaient pas forcément avoir une personne maghrébine, et que il y a eu un casting
Et c'est le meilleur candidat qui l'a emporté. Et que dans ce casting, il y a eu aussi plusieurs comédiens, même des noms, hein, genre je vais pas les citer parce que voilà, c'est confidentiel, mais des comédiens maghrébins qui ont postulé au casting, mais qui n'ont pas été suffisamment bons. Et donc, c'est Ahmed Silla qui l'a choisi. Et Nadir Dandoun n'en veut absolument pas à la production. Et il a très bon. Non, c'est vrai que ça lui a pas posé de problème. Donc voilà, après, Intouchable, je sais pas exactement qu'est-ce qui a fait que ce soit Omar Sy qui ait eu le rôle. Voilà. Non plus. Ok. Sad? Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais très rapidement, moi je voulais vous refaire la référence pour ceux qui l'ont. Dans Le droit de tuer, la même chose, la même scène qui s'est passée, c'est le même choc qu'il faut, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Matthew McConaughey raconte son histoire et à la fin fait un twist magnifique qui en a choqué plus d'un. Si vous, je laisse le plaisir pour ceux qui n'ont pas eu de le faire. Et c'est ce twist-là qu'il faut. C'est avec Samuel Jackson. C'est ce twist-là qu'il faut dans le cinéma, en fait. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours le même schéma de pensée pour tous. Faut imposer les choses. Enfin, voilà. D'accord, merci Sad. Samba? Non, je vois la remarque d'Atisso qui explique que c'est l'amitié entre Omar Sy et les réalisateurs, donc Toledano et Nakache, voilà, qui a fait que Omar Sy a eu le rôle. Mais c'est vrai que ça a posé des questions parce que les gens se disaient, en fait, voilà, les Noirs ont une meilleure image que les Maghrébins et donc du coup. C'est surtout au-delà de ça, excuse-moi un peu de te couper, après j'arrête. Au-delà de ça, c'est de se dire cette réflexion qu'on peut avoir parce qu'on est noir pour les Noirs, est-ce qu'elle fait du sens quand on parle des autres? Voilà, c'était juste ça et comment du coup chacun doit être à sa place ou chacun doit juste défendre sa communauté et puis les autres du coup on s'en cogne un peu, c'était ça mon point. Et puis même je pense que il y a aussi le phénomène des Mexicains qui jouent des personnages arabes. On en a vu beaucoup dans les films dans les années 80 et tout. Voilà, c'est des choses-là qui se questionnent. Mais bon, je pense quand même au final, ça reste toujours le problème du fait qu'il y a peu de rôles. Donc du coup, quand ils sont attribués, les gens sont très, très à cran dessus, quoi. On va conclure. Oui, on va conclure. Est-ce que tu as un dernier truc à dire là-dessus? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que le débat était très enrichissant, très pertinent. Et les propos de chacun, c'était très intéressant. Donc, ok, alors on va passer aux sorties ciné de la semaine, ou en tout cas à venir. Cinéma. Moi, j'ai deux festivals. Le premier festival du cinéma caribéen qui s'intitule Nouveau Regard et qui aura lieu du 6 au 10 avril en Guadeloupe. J'ai eu la chance d'y être membre du jury l'année dernière dans la catégorie documentaire. Donc voilà. Et un autre festival, c'est le 38e Festival international du cinéma Vue d'Afrique au Québec. Il est d'abord en ligne du 26 au 31 mars. On peut voir certains films et certains documentaires seront offerts sur la plateforme de TV5, tv5unis.ca. Et il sera aussi en salle au Québec du 1er au 10 avril. Donc voilà. Voilà, Samba. J'ai pas forcément grand chose à ajouter, si ce n'est peut-être à la télévision. Oui, tu peux dire à la télévision. Là, à 21h, vous avez Joe Star sur France 4. Joe Star, Grandeur Nature. D'accord. Voilà, vous avez votre programme pour ce soir. Merci. Voilà. Juste une chose. Oui, rapidement. La dernière. Très rapidement, à venir, le Black Movie Entertainment, le club. Donc, on va s'attarder sur la rumba congolaise. Le documentaire sera suivi d'un débat. Ça, c'est le 19 avril, ça. Ah, je l'ai vu. Oui, c'est le 19. Ouais, on en reparlera dans la prochaine room. On va rappeler ça dans la prochaine room. T'inquiète, Simon. Il n'y a pas de souci.
Et Ok, Simi? voilà, ouais. Oui, attends, Oui, il y a quelqu'un qui... Pekka, c'est Pekka, vas-y. rapidement. oui, Oui. oui, c'était juste pour annoncer que j'organisais AfroCannes à Cannes cette année. Est-ce que c'est bon pour le dire maintenant ou pas? Ou c'est Oui, pas oui, bon? bien sûr. Mais tu Oui. pourras revenir dans les prochaines rooms le répéter à l'approche du festival, à l'approche de la date du Tu, festival, Ok. il n'y a pas de tu souci. nous invites, Pekka. Bon, On va faire en tout un cas, ciné-club là-bas. Ouais, on va faire un ciné-club là-bas. le fait, en fait, c'est qu'on va faire how do you call this? Un tribute, un Un hommage, hommage, un hommage. un hommage à Sidney Poitier. D'accord. Ah Ok. ouais, bien. Ok, cool. On fait aussi, on est en train aussi de rechercher du contenu à présenter. D'accord. Et on va faire de conversations et conférences. Mhm. Donc, si toute personne, si vous êtes intéressé pour faire partie du Bon, line-up, on va se retrouver en DM là, Ouais, Pekka. voilà. Tu vas recevoir des DM là. Tu vas recevoir des DM, Ok. là. Là, ça va être inondé, là. Ah ouais. Alrighty. Donc, Ok. sinon, je peux dire le site Ouais, ou Ouais, ouais. vas-y, vas-y, qu'est-ce que rapidement. je Oui, dis? dis le titre. Ok, vous pouvez me contacter, estimer à mes contacts ou bien moi-même, parce que enfin, je vais pas tout. Non, Ok, anyway. toi-même, sinon moi je vais être inondé, là. Alright. Dis pas mon So, nom comme ça, là. non, mais vous pouvez me DM entre guillemets D'accord. sur mon profil. Et Ouais. après, je vous ai donné, on fera une introduction par email, et on peut vous présenter. J'ai pas mis l'événement sur mon site internet. Le site c'est www.yanibes.com. Ok. D'accord. Mais C'est dans j'ai ta pas bio. mis. Ouais. Yeah. J'ai pas mis l'événement là-bas. Voilà. Mais sinon, D'accord. Afrocan le 19 mai au Super. Martinez D'accord. pendant le festival. Ouais, That- on that's aura le all. temps d'en reparler. Alors, et Simi, dans 15 jours, c'est quoi la room? Ça sera le documentaire Genius, la trilogie Kanye West. Et on aura comme invité l'influenceur, le youtubeur Stevie de Music Feeling. Ça va parler. Et la question, c'est doit-on séparer l'homme de l'artiste concernant Kanye, qui est dans l'actu là, et gros problème avec les Grammy Awards, et on l'a supprimé par rapport à toutes ces phrases concernant son ex-femme Kim Kardashian. Donc dans 15 jours, c'est le 7 avril, à 19h30, le documentaire sur Kanye West qui a été diffusé sur Netflix. Et l'invité, c'est Stevie de Music Feeling. Voilà. Bonne soirée à tous. Bon week-end, allez au cinéma, et comme dirait notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma, et notre grande sœur Eusanne Palsy, vive notre cinéma. Je vous souhaite une très bonne soirée et à dans 15 jours. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.